Très bien. Alors le principe de cette table ronde va être effectivement de faire un moment finalement de regard croisé sur un certain nombre de thématiques qui, quelque part, sont transversales aux présentations auxquelles nous avons assisté ce matin. Et nous allons pouvoir commencer. Donc l'idée, c'est qu'on soulève une question et puis que chacun d'entre vous donne en quelques phrases son positionnement sur le sujet en question. Et le premier que je vous propose d'aborder, c'est celui justement du public auquel vos travaux s'adressent. Le point commun, c'est que vous vous adressez systématiquement à des cohortes très grandes. Et la question, c'est, du coup, est-ce que en 10 ans, en 15 ans, on a progressé par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années? Alors, grâce au numérique, ou peut-être pas, mais disons que comme la thématique de la matinée, c'était le numérique, on peut se poser la question de est-ce que le numérique permet aujourd'hui de faire de la transmission de connaissances d'une meilleure façon, de façon plus optimale, par rapport à ce qu'on se faisait il y a 20 ans. Alors peut-être qu'on peut... Ah, c'est dommage, tu as le micro, Sébastien, donc c'est toi qui vas commencer. Je peux commencer, oui. Donc c'est sûr que le numérique... Alors, ma réponse est un peu biaisée, parce que moi, c'est le numérique pour enseigner, mais c'est aussi, de toute façon, ce que j'utilise au quotidien. Donc, j'ai vu, par exemple, la présentation, donc j'irai voir quand même, parce que GB carré. J'ai découvert, en fait, je suis super nul en Moodle. Je l'utilise vraiment très peu, mais par contre, je sais un peu programmer. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je récupère directement le XML de Moodle et je le trifouille en Python, en fait. Donc, du coup, voilà. Et bon, du coup, oui, grâce au numérique, je peux passer à l'échelle. Avant, si je donnais un contrôle continu, par exemple, ou un devoir maison, alors ils sont pas super nombreux, hein, ils sont moins nombreux qu'en anglais ou qu'en médecine, mais 150, 180, 200 copies à corriger, c'est clair que je fais pas ça toutes les semaines, c'est pas possible. Alors que là, je fais programmer les étudiants, ils rentrent les réponses attendues dans Moodle, je récupère le fichier des réponses, je le trifouille avec mon Python à moi et j'ai le corrigé. Et voilà, donc oui, je peux en faire comme ça toutes les semaines du coup. Donc oui, ça permet de passer à l'échelle et ça permet de faire plus de choses. Très bien. Je ne sais plus si on avait précisé que Python, c'est pas un serpent dans ce contexte-là. Hein. Voilà. Ouais, je voulais juste ajouter un point. Je pense qu'on était super fort avant en mentorat 1 pour 1. Et bon, d'ailleurs, ça m'a fait rire hein, parce qu'on a des collègues, moi, qui me disent, moi, je ne sais pas enseigner au L1. Et je me dis, c'est sûr, elle enseigne pas quoi. Elle discute. Et c'est vrai que c'est bien pour de l'encadrement doctoral. C'est un peu plus compliqué, effectivement, si la promo est plus grande. Donc, je ne sais pas si qualitativement, on est meilleur. Ce qui est sûr, c'est que ça permet quand même une ouverture à plus de personnes, parce que finalement, l'enseignant peut moins filtrer si on arrive à ouvrir l'apprentissage. L'apprenant peut faire son propre parcours. Mais après, je ne sais pas si on est réellement meilleur. Mais en tout cas, économiquement, on est capable d'enseigner à plus de monde. Ouais, je vais aller dans le même sens. Hein. Je ne sais pas si globalement on est meilleur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement on suit une évolution aussi qui nous est imposée. Je veux dire, on a des réformes qui se sont succédées, donc c'est difficile finalement par rapport, on va dire, au niveau de l'étudiant, à l'intérêt de l'étudiant, dire si finalement, je veux dire, nous en santé, on forme au bout du compte des meilleurs médecins. Ça, c'est vraiment très, très difficile de le dire. Je pense néanmoins que par rapport à la première année, si on revient sur les 10-15 ans qui se sont passés, et ça, pour avoir questionné des promotions, alors c'est totalement biaisé, puisque je questionne ceux qui sont arrivés en deuxième année, donc tous ceux on va dire, qui se sont écartés du chemin de la médecine, finalement, on les a plus, mais on a un retour positif en termes vraiment d'intérêt de l'étudiant. Ça, je le constate. Et le deuxième retour positif, moi, c'est sur la
quantité, je ne sais pas pour la qualité, mais la quantité quand même d'informations retenues. Alors moi, ça, je peux le percevoir parce que ça fait très longtemps. Alors, plus maintenant, ça a changé, merci la énième réforme, mais que j'enseignais en première année et que je renseignais la génétique en troisième année. Il y avait une perte d'informations qui était massive quand on était purement, on va dire, dans des cours académiques. Cette perte d'informations, je l'ai constatée beaucoup moins, on va dire, les dernières années. Et puis là, depuis 1 an, tout a changé. Donc, dans 20 ans, je vous dirai ce que j'en pense. Oui, je vais faire un tout petit point quand même. Alors, c'est vrai que les étudiants sont quand même beaucoup plus nuls aujourd'hui. Mais... Si, mais vous allez comprendre parce que je vais me moquer de moi-même. Mais c'est vrai que j'étais quand même nettement meilleur sur un contenu nettement plus nul. C'est-à-dire que à mon époque, c'était simple, hein, en métabolisme, enfin le sprint c'était à lactique, l'endurance c'était aérobie, etc. Oh là, maintenant navette au lactate, c'est anaérobie, en aérobie, enfin un prof de PS, tu siffles, tu lances un ballon, courez à droite, courez à gauche. Maintenant, c'est un cardiofréquence-mètre, c'est un capteur de puissance, et quelle fibre va être recrutée. Mais les enseignants, par contre, ne se rendent pas compte de ça. Alors, par contre, on a un vrai problème là-dessus, c'est qu'on a des attentes, et la société a évidemment d'autres attentes vis-à-vis des étudiants qu'on forme. Mais c'est sacrément complexe, quoi. Et là, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on veut toujours être aussi rapide. Mais, honnêtement, hein, ce qu'on fait en licence, avant, ça se faisait pas, quoi. Ça s'abordait en master. Oui, donc disons que évidemment techniquement on peut faire beaucoup plus de choses. Quand je pense par exemple au projet YOLO, avant ce type de projet ça aurait été QCM. Maintenant c'est non seulement QCM très enrichi, mais aussi ensuite évaluation par les pairs, parce qu'il y en a aussi, on n'a pas pu en parler, mais et ensuite Poodle, ça c'est par exemple, ça c'est vraiment c'est vraiment récent. Moi j'ai longtemps travaillé dans une université entièrement à distance, dans des cours de langue aussi, et on n'avait pas ce type d'outils, donc ça permet à un large public de se faire corriger à l'oral. Donc oui, on peut faire beaucoup plus de choses, mais parfois c'est peut-être un piège aussi, je ne sais pas, parce que comme on peut le faire, on le fait. Or, quand je prends encore une fois l'exemple de YOLO, par exemple, YOLO, ça peut pas, et ça peut-être Nathalie aura d'autres choses à dire là-dessus, remplacer le présentiel. Par exemple, dans le cadre de ce cours-là, ça peut faire la compréhension. Tu veux peut-être continuer sur ce point ? La compréhension, ça peut travailler la compréhension, on peut faire travailler la grammaire, le vocabulaire, etc. Mais on ne peut pas faire de l'expression, de l'interaction, etc. Et donc, voilà. Oui, je vous rejoins tous. Hein. Évidemment, ça nous permet de faire plus de choses de façon massifiée. Hein, c'est ça, les grosses cohortes, le numérique nous permet de faire ça. Après, j'ai envie de dire, de toute façon, on n'a pas trop le choix dans le sens où l'étudiant d'aujourd'hui, c'est son interface de prédilection, l'écran. On lui donne la feuille, il ne la regarde pas, on la met à l'écran et il regarde l'écran, donc ça, on ne peut pas y échapper. Et puis, c'est vrai que ce que ça permet le numérique, les exercices comme Poodle ou autres, c'est de permettre l'effort de répétition, quoi, et le truc qu'on ne peut pas faire en cours et qu'on aura beau leur dire de faire à la maison qu'ils ne le font pas. Là, c'est vrai que nous, notre arme fatale, c'est tout est noté. C'est noté. Ça compte, tu fais pas ta zéro, le zéro il compte dans ton UE. C'est que ça, hein, la motivation pour un étudiant, hein, au début. C'est la note. Après, il faut être honnête, ils passent tous maintenant à la moulinette de Parcoursup, où il n'y a que la note qui compte. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'être accrochés à la note en permanence. Mais c'est vrai que le numérique, ça permet de faire ça, et puis d'avoir des supports de qualité, et de les accrocher de pouvoir suivre vraiment leur centre d'intérêt, parce qu'en tout cas en langue vivante, ça reste vraiment l'angle d'attaque, le meilleur angle d'attaque. C'est-à-dire, il y a une schizophrénie sur l'anglais. Hein.
Tout le monde les élèves, ils détestent tous l'anglais, mais si on leur demande où est-ce que tu as envie d'aller, si tu pouvais te téléporter, ah ben je vais aller à New York. Ah ben ouais, mais là, comment tu vas faire? Enfin, voilà, il faut trouver toujours l'apport culturel qui va faire que, et ça, le numérique, les médias d'aujourd'hui, ça nous permet de le faire et de l'intégrer et de faire évoluer le cours beaucoup plus facilement que si on devait le refaire sur papier, quoi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses sur cette première question. Un autre élément qui transparaissait dans toutes vos présentations, c'est le fait qu'on s'intéresse énormément à la transmission de compétences et plus uniquement à la transmission de connaissances. C'est vraiment quelque chose de transversal, alors que vous êtes pourtant dans des disciplines assez différentes. Alors, est-ce que d'après vous, c'est une chose nouvelle? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'à l'avenir, il faut développer cette chose-là ou au contraire revenir à des fondamentaux peut-être plus académiques? J'étais directeur à l'époque, donc j'ai participé à la rédaction de la fiche RNCP. Donc déjà, normalement, on doit suivre la fiche RNCP de nos diplômes, qui est en approche compétences. Je n'étais pas d'accord avec toutes les rédactions, d'ailleurs, mais bon, c'est après. Il y a une représentation du métier. Je crois que c'est pas forcément gênant l'approche compétence. Finalement, c'est est-ce que pour autant on en oublie les connaissances qui vont forger la logique de compétence? Si c'est pas le cas, finalement on va utiliser le support de mise en œuvre. C'est ce qu'on fait déjà, quoi, rechercher les applications pour intéresser nos étudiants. Donc c'est pas forcément gênant. Après, faut être clair. Par contre, ça nous fait une structure de maquette, quoi. C'est-à-dire que vous dites, ah bah tiens, moi, j'ai ce numéro de compétences qui m'intéressait moins parce que je trouve que c'est moins important. Et ça, c'est vrai que ça peut être une problématique vis-à-vis des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont des attentes qui sont pas forcément les mêmes que nous, parce que nous, on est en train de former. Et donc, même quand on regarde les fiches RNCP, moi, puis j'ai eu une autre vie dans le privé, je pense qu'en plus les professionnels ont du mal des fois à formaliser. Ils font, mais de là à être capable de formaliser d'ailleurs la structure de compétences, c'est pas forcément obligatoire non plus. Donc, mais ça, honnêtement, c'est pas très prescriptif encore. À part pour l'anglais, on a dû faire avec YOLO, mais... gros problème quand même avec YOLO, parce que quand je vois la qualité des questions, moi qui passais pour un enseignant bon, je vais pas faire 6000 heures pour me mettre au niveau de YOLO. Donc je tiens quand même à signaler le problème. Alors, je vais rebondir surtout que dans le modèle économique, j'ai pas parlé de ma rémunération, qui est absolument grotesque. Bon, donc non, mais par contre pour cette histoire de compétences, alors nous en langue entre guillemets, on est un peu en avance puisque on est obligé de travailler avec le cadre européen qui existe depuis 2001, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que bon, les enseignants de langue, nous on est dans les compétences de fait depuis 23 ans. C'est un jargon qu'on connaît, c'est des conceptions qu'on connaît. Et c'est vrai que le 3/4 du temps, les gens ils disent quoi, qu'est-ce que ça veut dire les compétences? Mais on a envie de leur dire, mais t'en fais déjà des compétences. C'est juste que tu sais pas comment formaliser ta compétence. Donc peut-être le premier truc à faire, c'est aller lire d'autres compétences et se rendre compte que oui, mais ça je le fais en cours, ça je le fais. Donc moi franchement, l'approche par compétence, ça me fait pas peur du tout. Voilà. Puisque c'est déjà ce qu'on fait, de toute façon. Je veux dire, on est en santé, on forme des professionnels de santé. Je veux dire, je ne peux pas concevoir ne pas passer maintenant, d'arriver sur l'approche par compétence. Je pense qu'on reproche toutes et tous, et on a tous un médecin ou quelqu'un à qui on va reprocher de savoir plein de choses, mais de ne pas savoir les dire, de ne pas savoir communiquer, de ne pas savoir exprimer un certain nombre de choses. Je veux dire, un médecin doit forcément avoir ses compétences, et notamment, je veux dire, vraiment en termes de communication avec son patient et de communication avec les autres professionnels de santé. Et je disais, un gros plus quand même dans nos formations, c'est de mettre ensemble différents professionnels de santé, les faire alors je veux dire, j'ose le mot, confronter avant qu'ils se retrouvent dans un service et devoir interagir avec les autres. Donc ça, je pense que ce reproche qu'on pouvait faire et qu'on faisait, je pense, avec raison
on va dire, aux jeunes et moins jeunes professionnels de santé. J'espère qu'on aura amélioré quand même l'état des lieux dans quelques temps. L'objectif, il est aussi clairement de ne pas voir arriver comme médecin, comme chirurgien, comme biologiste, quelqu'un qui n'est pas en mesure, n'est pas capable de développer ça. Après, moi, le point négatif, le bémol que je mets, c'est que on a quand même des étudiants qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont jeunes, ils sont toujours en train, finalement, de se constituer eux-mêmes, de se former. Je pense qu'on essaye de normaliser quand même un certain nombre de valeurs qui peuvent... Moi, je ne sais pas si à 18 ans, j'étais forcément capable de faire preuve d'empathie, d'en parler, oui, peut-être, mais de faire preuve, de le communiquer. Enfin, voilà. On met peut-être un peu, des fois, la charrue avant les bœufs, de leur demander, on va dire, toutes ces compétences-là, alors qu'ils n'ont pas encore forcément l'expérience pratique, ils n'ont pas été... Bon, mais c'est un point, on va dire, quand même très, très favorable en termes d'évolution de la formation. Alors, je ne sais pas si c'est partout en sciences comme ça, mais en tout cas en informatique, les compétences, c'est assez nouveau en fait pour nous. Ça ne devrait pas l'être, mais j'ai un peu honte de le dire, mais c'est quand même assez nouveau et finalement difficile. Certes, donc il y a les connaissances, et quand on croise ces connaissances, enfin si on réfléchit sur les connaissances, on se dit, bah oui, telle et telle et telle connaissance, c'est pour acquérir telle compétence. Bon. C'est un travail en fait qu'on fait actuellement en recherche avec donc mon collègue Christophe, et puis on a une collègue du second degré, donc enseignante en NSI, qui est aussi doctorante. Et c'est un travail qu'on fait sur justement les compétences au niveau de la classe de première NSI. Donc c'est un travail passionnant, mais on se rend compte que c'est pas si simple en fait. Et en lisant, donc moi avec mes L1, je voudrais bien effectivement aussi avoir ce travail et lister des compétences assez précises que je pourrais évaluer, et je pourrais dire, ben voilà, cet étudiant-là, il a validé ses compétences en programmation et super. Sauf qu'on ne peut pas non plus faire ça parce qu'on se rend compte que dans le mécanisme d'évaluation et de passage de L1 à L2, de L2 à L3, on peut très bien avoir un étudiant ou une étudiante qui passe en L2 mais qui n'a pas du tout validé de compétences en programmation parce que, alors pardon, je vais dire YOLO, mais c'est pas négatif, mais parce qu'il aura eu une très bonne note en YOLO, qu'il aura eu une très bonne note à son UE d'ouverture, etc. Et donc, il y a peut-être un mécanisme de compensation qui est un peu trop fort. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer complètement, mais qui est un peu trop fort. Et pour moi, un étudiant qui passe parce qu'il a compensé la programmation Python où il a eu 6 par d'autres UE transversales, ça pose un problème quand même. Je rajouterais juste, par rapport à la première année, nous c'est difficile, hein, les compétences en première année, alors que c'est quand même un examen national classant. Je dirais le gros point favorable, c'est les oraux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en entend sur les oraux maintenant en première année de médecine? Mais alors, les oraux, c'est la même chose. C'est 2 fois 20 minutes d'échange avec l'évaluateur. Et pourtant, au cours de ces 20 minutes, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Alors, tous nos étudiants ne passent pas les oraux. Ceux qui ont eu des très bonnes notes à l'écrit, on va dire, sont des grands admis, ne passent pas à l'oral. Et par contre, on a à peu près la moitié de la deuxième partie de la promo qui passe comme ça à l'oral. On arrive quand même à détecter des choses en termes de motivation, mais en termes de capacité de communication qui sont intéressantes. On a un énorme biais en médecine, ce qui n'est probablement pas le cas dans les autres formations, c'est les prépas privés. Je voulais le dire juste aussi auparavant, qui les entraînent, nos étudiants, et qui introduisent un biais et tout. Et bien finalement, ces oraux... Alors bien sûr, il y a ces 20 minutes, il y a 8 minutes où nos étudiants vont réciter quelque chose. Donc ils le récitent plus ou moins bien en fonction de ce qu'ils sont.
de est-ce qu'ils sont dans une prépa ou pas, etc. Et puis ensuite, il y a 12 minutes où c'est vraiment des échanges. Et ces 12 minutes-là, elles sont extrêmement précieuses. C'est là où on arrive à voir quelles sont, on va dire, ces futures compétences qu'il faudra exploiter par la suite. Mais déjà, donc les oraux, c'est intéressant. J'ai une petite remarque, peut-être un des travers qu'on a dans l'approche compétences, c'est que on va projeter en fait une situation trop complexe et trop intégrée parce qu'on la prend par le biais de l'approche compétences, alors que quand on était en approche académique, ça avait le désavantage parfois de l'ennui, mais c'était hyper segmenté, hyper hiérarchisé. Et ça, c'est vrai, on met en difficulté certains étudiants en ne se rendant pas compte du niveau de difficulté de ce que l'on demande au prétexte de l'approche compétence. Il faut arriver quand même à segmenter le système. Je vois que c'est souvent un travers quand même. Très bien, merci beaucoup pour vos visions finalement très complémentaires de cette question-là. Et justement, Fabrice, tu parlais de quelque part le point de vue de l'étudiant et notamment son expérience utilisateur quelque part. Et une question qu'on aurait envie de vous poser à tous, c'est justement si on innove, donc si on met en place des mécanismes d'engagement tels que ceux que vous avez illustrés dans chacun de vos domaines, est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas d'avoir un épuisement de l'étudiant parce que justement, il aura envie de tellement bien faire dans tous ces cours qui auront tous en fait finalement des choses assez motivantes, mais que du coup, au bout d'un moment, ils se disent il y en a trop. Oui, alors c'est certain qu'il faut, il faut cadrer. Par exemple, je ne prends pas le Marib 1500 pages, là, Physioanat. C'est mémofiches, donc je leur demande 6, 12 fiches de lecture sur une page avec des graphes, des dessins, etc. Et j'ai un autre site internet qui est plus textuel. Donc ça fait quand même déjà 2 éléments de lecture, plus mon PDF, plus des exercices, plus les QCM. Bon, il y a quand même un peu de travail en TD. Donc effectivement, on a la chance d'avoir des licences à 1500 heures au lieu de 1800, donc voilà. Bon, non, mais il faut s'accorder un peu, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut s'autoréguler, mais ce que je te répondais par ailleurs quand tu m'avais déjà un petit peu posé la question, c'est-à-dire qu'ils perdent aussi beaucoup de temps à essayer à travailler dans le vide, à essayer de comprendre ce qu'ils doivent travailler et apprendre dans certaines matières où des enseignants vont penser que l'intelligence d'un étudiant consiste justement à démontrer qu'il est capable de comprendre ce qu'il y a d'important dans le cours et de ce qu'il doit travailler pour réussir un examen surprise. Et là, ils peinent. Donc au final, ils sont quand même contents quand c'est plus organisé. Et c'est pour ça qu'ils reportent autant de travail en fait dans ces matières-là et qu'ils fuient un peu les autres. Et alors, par contre, effectivement, ça veut dire que moi, je suis d'autant plus bon qu'ils bâchent les voisins, quoi. C'était un peu le sens de la question aussi. C'est difficile de rembrayer derrière. Est-ce qu'on ne va pas les épuiser ? Je pense qu'ils sont déjà épuisés, les nôtres. Alors, je pense qu'on leur simplifie, clarifie une partie du travail, le fait qu'ils disposent finalement des ressources pédagogiques en amont. J'ai expliqué pour la première, deuxième, troisième année. Il faut savoir maintenant qu'il y a quand même une homogénéisation des programmes et notamment de faculté à faculté. Nos étudiants maintenant, par exemple, ont le collège de cardiologie, le collège de pneumologie. Toutes ces ressources-là, elles sont nationales, rédigées par les enseignants de chaque CNU et disponibles en ligne. Donc, ils savent où ils doivent aller chercher l'information, on va dire, indispensable, nécessaire pour après, on va dire, se concentrer sur comment j'utilise ces connaissances-là. Après, on a un souci, je ne sais pas si c'est dans les autres formations, dans les autres composantes, on a la même chose, c'est qu'on nous en rajoute tout le temps.
Bah oui, on ne cesse de progresser. Donc avant, j'avais la cardio, la pneumo, l'ophtalmo, la neuro, la génétique, le machin et tout. Et maintenant, on rajoute et c'est là où je pense on épuise, du santé-environnement. Mais oui, c'est fondamental, santé-environnement. Ok, on rajoute du santé numérique. Mais oui, on a vu, c'était fondamental le numérique. Et moi, je me dis à un moment, est-ce qu'ils vont être capables encore de sculpter un cœur et d'avoir... Bon, c'est en fait, c'est voilà, l'augmentation finalement des connaissances, le croisement des connaissances, avoir envie que tout professionnel de santé, il est en on va dire des interactions de plus en plus larges. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas perdre l'essentiel ? Pour l'instant, je suis encore dans l'enthousiasme. Oui, c'est super qu'un médecin, un chirurgien à l'hôpital ait connaissance de tout ce qui est important au niveau de l'environnement, les déchets hospitaliers, etc., etc. Et au bout d'un moment, est-ce qu'on ne va pas perdre un peu la quintessence du métier ? Je ne sais pas. Mais là, il y a un risque vraiment d'épuisement pour nous, d'épuisement pour nos étudiants. Bon, en L1 informatique, en fait, ils sont moins épuisés, j'ai l'impression, puisqu'on a basculé une partie du programme de L1, L2, L3 en première et en terminale. Donc, du coup, les L1, L2, L3, ils sont plutôt cool. Hein. Non, bon, blague à part, je pense que ce qu'il faut éviter aussi, c'est de notre côté être vigilant à pas se laisser entraîner par notre enthousiasme. Donc là, on a vu des tas de trucs super. Moi, j'ai envie d'aller tester, mais c'est pas parce qu'on a trouvé un nouveau truc super dans Moodle ou ailleurs qu'il faut forcément le rajouter à notre cours. Parce que si on rajoute des choses, on rajoute des choses pour les étudiantes et les étudiants. Donc, il faut aussi savoir se modérer, je pense, de ce côté-là. Mais après, on peut aussi... Là, par exemple, le MOOC, j'en ai pas vraiment parlé, mais quand je parle de 80 exercices auto-corrigés, évidemment, si on veut faire les 80 exercices, ça prend vraiment beaucoup de temps. On estimait à 120 heures à peu près. Si on veut faire tout le MOOC en entier avec le projet, c'est à peu près 120-150 heures. Donc c'est beaucoup, quoi. Donc évidemment, il est hors de question de demander aux étudiants de faire tout ça. Moi, la façon dont je me sers du MOOC avec mes étudiants, c'est que avec Moodle, donc je me sers de Moodle comme squelette pour mon cours, comme point d'entrée en fait, et je donne le calendrier. Donc il y a le calendrier des séances de cours, et pour chaque séance de cours, il y a une préparation à faire. Mais une préparation, c'est seulement 2 vidéos qui durent, c'est des petites vidéos, entre 5 et 10 minutes, et 2 ou 3 exercices à préparer. Et avec pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que moi, je veux qu'ils aient juste planché un petit peu. Un étudiant était venu me voir catastrophé en me disant il avait passé 3 heures, il n'avait pas réussi. J'ai dit mais oula, j'ai jamais demandé de passer 3 heures. Vous regardez l'énoncé, vous essayez 10 minutes et c'est tout. Et vous venez avec vos questions, parce que si vous n'avez pas réussi, c'est que vous avez des questions. Et vous venez en séance de cours avec les questions. Voilà à quoi servent les exos. Surtout pas être exhaustif. Merci Sébastien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, avec les projets, que ce soit les MOOC ou par exemple les YOLO, et bien dans la scénarisation, en fait, on va calculer le temps que l'étudiant doit mettre, le temps d'apprentissage. Et d'ailleurs, pour YOLO, on a même fait par activité, par minute près, etc. Ça reste une estimation, mais c'était nécessaire pour calculer le temps que va passer l'étudiant dessus. Et moi, personnellement, je le fais même avec mes cours que je fais en distanciel au FLE, parce que ça permet d'anticiper et de calibrer. Voilà, merci. Oui. Alors moi, je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit. Donc effectivement, l'étudiant d'aujourd'hui de L1, il est 10 fois plus nul que ce que nous, on était. Après, il faut être honnête, nous, on ne nous demandait pas de faire autant de choses dans le secondaire. Quand on voit ce qu'on leur demande des fois de faire dans le secondaire, des exposés avec des PowerPoint, des machins, des trucs comme ça, moi, je ne pense pas qu'à 16 ans, j'aurais été capable de faire un truc comme ça. Donc ils arrivent, ils sont censés avoir plein de compétences différentes, et puis du coup, un peu au détriment des fondamentaux, au bout du compte. Donc nous, parce qu'au bout du compte, 90% de bacheliers, nous, on sait très bien, surtout le grand cru classé de 2020, je ne sais pas si vous avez remarqué, vraiment particulièrement bon. Du coup, le problème, c'est que c'est nous maintenant la barrière. Le filtre d'il y a 20 ans du bac, c'est la fin de la L1. Et c'est vrai qu'il ne faut pas leur en demander... Enfin, ils ont des compétences que nous, on n'avait pas, mais par contre, les fondamentaux, ils ne les ont pas. C'est ça le problème, c'est de se trouver l'équilibre entre savoir faire plein de choses différentes, mais quand même avoir les bases solides. Pour l'anglais, la vaste hypocrisie du secondaire, c'est de dire que
ils ont le bac, donc ils sont B2. Hein. Bon, tous les profs d'anglais de toutes les universités de France le savent que c'est pas le cas. Il y en a qui le sont, qui du coup n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu, qui s'emmerdent en cours, hein, voilà, et puis du coup qui régressent. Et puis les autres, ils sont complètement à la ramasse. Donc par exemple, dans YOLO, on aurait pu se demander, est-ce qu'on part du niveau 6e en fait, puisqu'ils sont nuls, ou est-ce que nous, on se dit, bah non, nous, on va pas continuer là-dedans, on est vraiment au niveau B2. Et par exemple, nous, le problème de triche qu'on a sur YOLO, déjà, bon, il y a ceux qui trichent parce qu'ils trichent depuis qu'ils sont en cours préparatoire, c'est comme ça qu'ils sont arrivés là. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont beaucoup de boulot à côté et que donc du coup, comme ils sont pas bons en anglais, bah eux les activités, ça leur prend beaucoup plus de temps que le minutage que nous on a prévu parce qu'ils sont censés être B2. Il faut qu'ils regardent 10 fois la vidéo, il faut qu'ils lisent 10 fois le texte parce qu'en fait, il n'est pas au niveau dès le départ. Et c'est là qu'il se dit, bon, bah, je vais aller récupérer les réponses ailleurs parce qu'en fait, je passe trop de temps dessus. Donc là, moi, je vois l'épuisement de ce point de vue-là. C'est qu'il y a un tel gap entre les vraies compétences qu'ils ont et les vrais fondamentaux qu'ils ont et nous, l'ambition, entre guillemets, qu'on doit leur imposer, surtout là maintenant avec l'arrêté licence, la certification interne, etc. Bah, effectivement, il faut faire attention à ce que la solution, ça ne soit pas tout le temps d'aller sur ChatGPT ou etc. quoi. Et l'argument de dire, ah oui, mais j'ai Google Trad, oui, mais bon, tu ne vas pas pouvoir tout faire avec. Voilà.